Et écoutez, il serait difficile de ne pas, on va dire, passer encore une fois à l'éducation, étant donné que, écoutez, nous déjà connaissons, c'est financer le capital humain, en tout cas dans la perspective post-Covid-19 là. Et bien, capital humain, l'éducation sont gros composantes là-dedans. Donc, il y a le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a son plan décennal. Mais maintenant, il faut passer à la présentation, on va dire, de ce plan. Il y a Monsieur Baya Lapomeray qui va vous faire la présentation et après vous pouvez poser des questions et moi je passe vos questions à Monsieur Lapomeray à qui j'ai le plaisir de céder la place. Donc merci, je vous remercie. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est un réel plaisir pour l'équipe du ministère de prendre la parole, de prendre part à ce grand événement qui devient une tradition, un rendez-vous de réflexion sur des thématiques d'importance pour le développement du pays. Le thème pour cette année, c'est renforcer le capital humain en Haïti. Ce thème-là, donc, c'est le cœur de métier, je dirais, du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le capital humain, donc, on se construit, donc, se planifie en fonction des objectifs de développement, donc fixés donc, pour le moyen et le long terme. Donc, pour cette présentation donc, du plan décennal, donc, on va avoir deux intervenants. Donc, on aura donc, le docteur Ada Camillus, donc, qui va présenter la première partie, donc, qui concerne d'abord. Ça prend en compte les grands défis de l'analyse sectorielle, donc les priorités donc, du plan décennal, les programmes et sous-programmes. Et en deuxième partie, donc, je reviendrai donc, pour présenter les stratégies de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation, ensuite les objectifs de scolarisation et le coût et le financement du plan du PDF pour les 10 prochaines années. Donc, je ne sais pas, donc il y avait un petit problème avec mon collègue Adler. Je ne sais pas si ça marche maintenant pour la connexion. Collègue Adler. Apparemment, ça ne va pas. Si ça ne va pas, je ne sais pas. Et si vous pouvez commencer. Ah, il est là. Oui. La présentation, donc, c'est moi qui l'affiche ou bien vous pouvez l'afficher de votre côté? Je n'ai pas accès à partager l'écran. C'est affiché de notre côté. Non, il peut ou qu'à afficher là pour moi. Ok, d'accord. Très bien. Ok, donc voilà, très bien. Okay. Bon, je disais tantôt, donc c'est le plan décennal, donc que l'équipe du ministère donc va vous présenter. Oui. Donc le sommaire, donc il y a donc les grands défis révélés par l'analyse sectorielle qui a précédé l'élaboration du plan. Il y a les grandes priorités, donc elles sont au nombre de 4 du plan décennal d'éducation et de formation. Il y a les programmes et sous-programmes. Et puis, il y a donc les stratégies de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et d'information. Et en 5e position, ce sont les objectifs de scolarisation. Et enfin, donc, le coût et le financement donc, du plan décennal. Donc, encore, le collègue n'est pas disponible jusqu'à présent. Bon, je vais essayer d'enchaîner. Donc, pour vous dire, avant l'élaboration du plan, donc il y a eu un ensemble d'études donc, qui ont été faites pour aboutir à une analyse sectorielle. Et à partir de l'analyse sectorielle, on a relevé donc, les grands défis. Donc pour l'instant, on ne va pas tout citer, mais il y a d'abord la question d'une qualité de résultats et de moyens donc, peu satisfaisante. Donc, on verra quand on parle de moyens mis à la disposition donc, du secteur.
Donc, je crois, là, peut-être on va en revenir, mais le gouverneur de la banque, oui, dans son intervention d'hier, avait mentionné effectivement, donc quand on parle de qualité et capital humain, donc il faut beaucoup investir au niveau de l'éducation. Donc, il a fait savoir au niveau des 20 dernières années, oui. Donc, l'investissement, donc à la part de l'éducation, même si parfois ça atteint soit en deuxième ou en troisième position, mais pour faire effectivement le développement, pour assurer une éducation de qualité, il faudrait qu'on investisse davantage au niveau du secteur. Oui? Donc, on a parlé de manque de moyens. Donc, ça a des conséquences sur les résultats. Donc, une offre de formation professionnelle, éducation non formelle insuffisante. Oui. Donc, on verra donc les données, donc les projections donc, qui sont faites pour arriver à un niveau plus élevé en termes de formation professionnelle et d'éducation non formelle. Mais c'est un problème au niveau du secteur. Ce problème-là, on l'a constaté après le tremblement de 2012. On a constaté effectivement dans ce secteur-là donc fait énormément de défauts au niveau de l'éducation. Oui. Et puis, donc, un troisième grand défi, c'est un accès chaotique avec inscription multiple et interruption. Donc, un cumul de retard, ça entraîne un cumul de retard scolaire. Oui? Donc, ça, c'est un problème majeur au niveau du système. On a des retards à tous les niveaux. C'est un ministère, donc on a des suragés après, à tous les niveaux. Ça entraîne des retards, soit à l'inscription, soit à cause du système de redoublement et d'abandon. Les gens partent et reviennent dans le système. Ça crée donc un chambardement au niveau du système. Et puis, donc, comme quatrième défi, donc une mise en œuvre déséquilibrée du bilinguisme encore pour battre. Donc là, c'est la réalité. Donc la question, retrouver un équilibre au niveau du système éducatif entre le créole et le français. Donc là, effectivement, donc ça c'est un problème majeur. Donc on croit, on est en train de poser et ça au niveau de la réforme curriculaire, donc qui est en cours au niveau du ministère. Et puis donc on a mentionné donc à travers cette analyse sectorielle les causes profondes constatées. Donc c'est la prépondérance d'une offre payante. Oui. Donc on n'est pas sans savoir qu'effectivement donc l'offre éducative est à peu près à 80% au niveau du secteur, du système. Oui. Des écoles de petite taille. Oui. Donc on a constaté effectivement un pourcentage très élevé d'écoles avec moins de 100 élèves. Oui. Donc, quand on a des établissements avec moins de 100 élèves, donc c'est difficile d'assurer donc la gestion, l'administration donc de cet établissement-là. Donc, il faut payer les professeurs, il faut entretenir les bâtiments, il faut tout ça. À ce moment-là, on constate effectivement les écoles de petite taille sont en difficulté pour assurer une éducation de qualité. Et puis, donc la faiblesse des moyens d'intervention de l'État. Donc, on verra ça et plus devant. OK. Les grandes priorités de ces défis-là de l'analyse sectorielle, on a relevé donc quatre grandes priorités. Oui. Donc, ce sont d'abord la priorité numéro 1, donc transformer la gouvernance du système éducatif à tous les niveaux. Offrir un service éducatif d'éducation continue de qualité à la portée de tous les citoyens. Donc, on a constaté effectivement à partir de l'analyse sectorielle, c'est la question de la gouvernance, elle est fondamentale. On est arrivé à dire même si il y a un problème de financement, mais si on ne résout pas, le problème de la gouvernance, même si on a des milliards, donc qui sont investis dans le système, si on n'améliore pas de façon substantielle la question de la gouvernance, donc on ne pourra pas effectivement donner de meilleurs résultats. C'est ce qui explique la première priorité, c'est de transformer la gouvernance du système éducatif à tous les niveaux, que ce soit au niveau central et au niveau déconcentré. Deuxième priorité, offrir un service efficace d'éducation continue, de qualité, à la portée de tous les citoyens.
Et en troisième priorité, c'est assurer l'acquisition des compétences et des valeurs pour des citoyens productifs performants au niveau national et international. Donc là, c'est en lien avec les compétences nécessaires, donc les compétences qu'il faut donc, au niveau d'un pays. Donc, pour faire face aux défis du 21e siècle. Oui. Donc, à ce moment-là, donc on ne peut pas continuer au niveau du système avec les curricula donc datés 20e siècle. Oui. Donc, c'est ce qui explique au niveau du ministère. Donc, de nouvelles compétences sont nécessaires pour affronter le défi du 21e siècle. Oui. Donc, on est conscient donc, au niveau du ministère et on a fait ça donc une priorité donc, à aborder et à traiter. Et puis, quatrième priorité, donc, c'est permettre aux groupes vulnérables de bénéficier des services de l'État dans le domaine éducatif. Donc, quand on parle des groupes vulnérables, il y a un ensemble de personnes donc, qui sont hors du système, oui, donc ils ne peuvent pas accéder à l'éducation, donc qui sont très vulnérables dans un milieu urbain comme un milieu rural. Donc, effectivement, c'est l'une des priorités donc, qu'on a posées donc, et pour résoudre à travers le plan décennal d'éducation et de formation. Donc, le plan, donc comment quelle est son architecture, comment le plan est structuré. Oui. Donc, on a défini un ensemble de programmes. Oui. Donc, à travers donc, ces programmes-là, il y a un ensemble de sous-programmes et des activités qui sont nécessaires donc, pour atteindre les résultats donc, au niveau du document. Oui. Donc, il y a la mise en œuvre réussie des différents programmes qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du PDF. Et pour l'atteinte des objectifs fixés pour les 10 prochaines années, donc les grandes interventions prioritaires du PDF sont déclinées en 3 axes. Oui. Donc, il y a la gouvernance, il y a l'accès et équité, il y a la qualité et pertinence. Donc, on a globalement 10 programmes, oui, 10 programmes et environ donc, 32 sous-programmes et dans le document donc, du plan décennal d'éducation et de formation. Oui. Donc, il y a une structure, c'est structuré de façon logique. On parle des activités pour arriver au sous-programme et les sous-programmes vous ramènent au programme et les programmes doivent nous permettre d'atteindre les résultats escomptés à travers donc, les 3 grands axes qui sont déclinés, la gouvernance, l'accès et la qualité. Quand on parle d'accès et équité, on parle également de qualité et pertinence. Donc, et ce sont là, donc, et c'est comme ça que est structuré donc, le plan décennal à travers ces grandes priorités. Donc, maintenant, donc, on revient à l'accès, au premier axe, hein, la gouvernance. Oui. Donc, quand on parle de gouvernance, oui, cette action prend donc 3 programmes oui, et 10 sous-programmes. Oui. Donc, qu'en est-il oui? Donc, pour chaque programme, il y a un ensemble d'objectifs. Oui? Il y a un ensemble d'objectifs, oui? Un objectif global pour chaque programme prioritaire défini dans le document. Oui? Le premier programme de cet axe oui, donc, est intitulé donc, structure organisationnelle. Oui? Donc, structure organisationnelle. Et a comme objectif global, c'est adopter une structure organisationnelle dynamique et innovante. Oui? Et là, donc, ce premier programme-là, il est subdivisé donc, au groupe 3 sous-programmes. D'abord, donc, il y a le cadre légal et normatif, oui? Donc on doit revoir. Oui? Donc là, quand on parle de cadre légal, donc au niveau du ministère, bien sûr, on travaille pour une nouvelle loi organique, mais le cadre légal du ministère actuellement date du décret de 1989. Oui? Bon, il y a des changements dans le système, beaucoup de changements dans le système, donc il n'est pas normal que, effectivement, le cadre légal de référence date de 1989. Oui. Donc, le premier gros chantier, c'est d'arriver à avoir un nouveau cadre légal et normatif. Oui. Donc, ça va entraîner la réorganisation des structures et établir un partenariat et coopération externe donc pour qu'effectivement donc arriver à une meilleure gestion organisationnelle au niveau du secteur. Donc il y a le premier programme, c'est les structures organisationnelles donc qui est décliné en 3 sous-programmes, c'est le cadre légal et normatif. Le deuxième sous-programme
de ce programme, c'est la réorganisation des structures. Le troisième, c'est le partenariat et coopération externe. Le deuxième programme de cet axe, c'est le renforcement institutionnel pour une meilleure gestion, qui a avec comme objectif global, c'est améliorer le fonctionnement global du ministère pour répondre à sa mission. Bon, bien sûr, la mission qui sera définie dans la nouvelle loi organique et à travers également la Constitution. Donc, on a les grands chantiers inscrits au niveau de la Constitution. Et puis, donc, ce deuxième programme est subdivisé également en 3 sous-programmes. Donc, c'est le renforcement des capacités de gestion axé sur les résultats, un modèle de gouvernance et d'efficience, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. C'est le 3e sous-programme de cet axe, de ce 2e axe, et qui a comme objectif global, c'est améliorer le fonctionnement global du ministère donc pour répondre à sa mission. Maintenant, donc, le troisième programme, donc c'est un programme de régulation et de pilotage. Donc, quand on parle de, je dirais donc c'est l'un des programmes clés de cet axe-là, la régulation et le pilotage. Donc, quand on parle là, il y a quatre sous-programmes qui sont proposés. Donc, un programme concernant les procédures, un deuxième programme concernant la collecte de données et l'utilisation de l'information. Donc, pour favoriser que les prises de décision soient rationnelles, il faut effectivement qu'elles se basent sur des données fiables et au niveau du secteur. Et effectivement, donc, quand on parle de régulation et pilotage, il nous faut également une bonne coordination. Donc, il y a un programme de coordination, un sous-programme de coordination. Et le 4e sous-programme de ce 3e axe concerne la régulation des écoles, ce qu'on appelle l'accréditation de nos écoles, surtout et non publiques ou bien du secteur privé. Donc, ce sont là les programmes et sous-programmes avec de grands objectifs fixés pour chaque programme, donc qui sont présentés dans l'axe gouvernance. Le deuxième axe, c'est la qualité et la pertinence. Donc, pour cet axe-là, il y a 4 programmes et 14 sous-programmes. Donc, pour le premier des 4 programmes est l'axe concernant les curricula et réformes. Il y a comme objectif global s'assurer que des curricula adaptés soient mis à la disposition des équipes pédagogiques en vue de permettre aux apprenants de développer les compétences et d'acquérir les valeurs nécessaires à l'intégration dans la vie économique, politique, sociale et culturelle. Donc, c'est le grand objectif au niveau quand on parle de réforme, donc de curricula et réforme. C'est un grand programme avec 3 sous-programmes, donc les capacités institutionnelles, la réforme des curricula proprement dite et la question du matériel didactique. Donc, ce sont les 3 sous-programmes liés au programme curriculum et réforme. Le deuxième programme concernant l'axe qualité et pertinence, donc avec objectif global, c'est sciences et technologies. Donc, sciences et technologies, je crois là, on parle depuis un certain temps de la question numérique. Donc là, c'est en fonction, bien sûr, de tout ce qu'on a constaté l'année dernière, donc face à la question de la pandémie, donc du coronavirus, du Covid-19. Donc, l'équipe qui a travaillé sur ça, on a jugé effectivement qu'il faut pencher très sérieusement sur la question de technologie, la question sciences et technologies. Donc, il y a un beau programme prioritaire concernant la qualité, sciences et technologies, et il y a 3 sous-programmes concernant ce programme-là. C'est le développement de l'enseignement-apprentissage de la science et de la technologie. Le deuxième, c'est l'intégration et l'utilisation de la science et des outils technologiques dans l'enseignement-apprentissage. Et le troisième programme, c'est la promotion de la créativité et de l'innovation à travers la science et la technologie dans les espaces éducatifs. Donc, ce chantier-là, concernant sciences et technologies, donc, au niveau de la réforme curriculaire, donc, on aura des nouveautés considérables concernant la science et la technologie au niveau de la réforme curriculaire. Déjà, on travaille là-dessus. Oui.
Et quatrième programme concernant donc l'axe 2, c'est le développement professionnel du personnel enseignant avec un objectif, développer la compétence professionnelle et personnelle des enseignants et du personnel d'encadrement par la mise en œuvre systématique du programme de formation initiale et continue adapté au curriculum rénové. Donc c'est en lien avec tout ce qui sera fait donc, concernant la réforme curriculaire. Donc il y a 4 sous-programmes. C'est la réingénierie de la formation initiale, le renforcement du secteur de la formation continue, la mise en cohérence des formations initiales et continues, donc il y a un enchaînement, et l'intégration du développement personnel dans le programme de formation des enseignants et du personnel d'encadrement. Oui. Donc, tout ce pan-là, donc, le ministère depuis 2000 travaille déjà donc, sur cet aspect-là, mais on va renforcer tout ça parce qu'il y a déjà une politique nationale de formation des enseignants et des personnels d'encadrement. Donc, ça va en ligne droite avec tout ce qui a été fait dans ce secteur-là de la formation. Et quatrième programme prioritaire, donc c'est le développement et l'évaluation des apprentissages. Donc on a constaté donc depuis un certain temps, donc on a un déficit dans le système d'évaluation. Donc on fait des évaluations, mais les résultats de ces évaluations-là donc ne sont pas pris en compte pour améliorer donc l'enseignement-apprentissage. Donc l'équipe a proposé effectivement de pencher là-dessus et de développer donc, une politique d'évaluation des apprentissages. Donc il y a 4 sous-programmes. Donc d'abord, un premier sous-programme, c'est pratique de modèle d'enseignement, apprentissage innovant et pertinent, réforme des pratiques d'évaluation des apprentissages en salle de classe, réforme des structures chargées de l'évaluation des apprentissages et améliorer les pratiques d'enseignement, apprentissage par le biais des résultats d'évaluation. Donc on a tout ça donc, au niveau du 4e programme, donc de l'axe concernant donc, la qualité et pertinence. Maintenant le troisième axe donc, du PDF, du plan décennal d'éducation concernant l'accès. Donc au niveau de l'accès, au niveau du pays, donc on a fait, depuis un certain temps, on a fait des bons, mais on n'est pas encore arrivé à la scolarisation universelle. Donc il faut effectivement un dernier effort au niveau du secteur pour que d'ici 2030, donc l'accès à l'éducation, donc surtout et à l'enseignement fondamental, donc soit assuré. Donc au niveau de cet axe-là, axe et qualité, donc et équité, il y a donc 3 programmes, 3 programmes et 9 sous-programmes. Donc d'abord, donc, le programme donc, prioritaire, c'est offre éducative avec des plans de cadre scolaire de construction. Donc il y a 4 sous-programmes. Donc c'est la réhabilitation, la reconstruction, la construction d'espaces éducatifs publics du pays. Donc il y a des écoles à réhabiliter, il y a des écoles à reconstruire et pour les nouveaux besoins et pour satisfaire, donc pour garantir donc une place aux enfants qui sont en dehors du système. Donc il faut de nouvelles constructions d'espaces éducatifs. Donc c'est un gros chantier, donc ce sous-programme de réhabilitation. Il y a un deuxième sous-programme, c'est la réorganisation de l'offre scolaire publique à l'échelle nationale. Quand on parle de réorganisation, ça passe par une étude cadre scolaire. Donc on a déjà démarré avec ça depuis pour le Grand Nord. On a déjà donc une étude qui a été faite récemment donc concernant donc la carte scolaire. Donc ça nous indique par rapport à l'offre et la demande, il y a la carte scolaire nous fait voir effectivement là où il faut placer de nouvelles constructions, de nouveaux établissements au niveau du système. On a donc une carte scolaire donc pour le Grand Nord, donc le centre, le nord, le nord-est, le nord-ouest. Donc le ministère dispose déjà de cet outil-là
pour de nouvelles constructions, là où il faut les placer, donc au niveau du secteur. Le deuxième, la réorganisation de l'offre de formation technique et professionnelle à l'échelle nationale. Également, là, on n'a pas encore d'éléments, donc on va travailler pour avoir également des cadres scolaires au niveau secondaire et des cadres au niveau professionnel. Et puis, donc, la création de nouveaux centres d'appui pédagogique. Donc, le système, donc, école IFACAP, il y a les écoles fondamentales d'application, mais il faut les adjoindre avec des centres d'appui pédagogique, donc, pour la formation des enseignants et du personnel d'encadrement. Le deuxième programme, donc, c'est un programme mécanisme de soutien à la scolarisation avec 3 sous-programmes. Donc, c'est la réduction des coûts de scolarisation, le deuxième programme santé et nutrition, et un programme de soutien scolaire. Donc, réduction des coûts de scolarisation, ça passe par tout et l'appui qu'apporte déjà donc, le Fonds national d'éducation et de formation. Santé et nutrition du ministère, on a une politique nationale de santé. Et d'alimentation scolaire. La politique sanitaire, ça a été élaboré de concert avec le ministère de la Santé. Et on a également une politique de santé et nutrition donc, qui a été préparée récemment. Et un troisième sous-programme, c'est le soutien scolaire. Maintenant, donc, le dernier programme de cet axe-là, ça concerne l'éducation non formelle. Donc, quand on parle d'éducation non formelle, c'est un pan du système. Donc, l'éducation non formelle et l'alphabétisation. Donc, au niveau du ministère, on a validé récemment la politique non formelle du ministère. Il y a un ensemble de recommandations donc, qui sont proposées donc, pour améliorer donc, l'enseignement donc, non formel et l'alphabétisation. Donc, ce sont là donc, l'ensemble des 10 programmes prioritaires et les sous-programmes qui vous ont été présentés, qui sont proposés, qui sont présentés dans le plan décennal d'éducation et de formation. Maintenant, on a ce qu'on a toujours fait. Donc, dans les documents de planification de politique, on a toujours l'ensemble des programmes, des projets. Donc, il y a le chapitre, la stratégie de mise en œuvre, de suivi et évaluation. Donc, ici, au niveau du ministère, c'est le plus grand défi. Donc, on l'a connu depuis un certain temps. Parce que donc, je fais un rappel au niveau du secteur. Donc, on a une tradition en termes d'élaboration donc, de politique. Donc, depuis, on a eu donc, le plan national, le PNEF, le plan national d'éducation et de formation, qui est un plan décennal aussi, c'était de 1997-2007. Ensuite, on a la stratégie d'éducation pour tous, donc EPT, donc c'est une stratégie pour favoriser, pour améliorer la scolarisation. Ensuite, après, se basant sur le rapport du groupe GTEF, donc, qui avait proposé la réingénierie du système éducatif. On a élaboré le plan opérationnel d'éducation et le plan opérationnel d'éducation de 2010-2015. On a un ensemble de documents, on a un ensemble du secteur, donc on a cette tradition-là. Mais là où il y a toutes les difficultés, c'est assurer donc, la mise en œuvre. Donc, il y a une proposition donc, qui est faite. Maintenant, il faut matérialiser ça. Il faut arriver effectivement à mettre ça sur place. Donc, il y a un dispositif organisationnel qui est proposé donc pour sa mise en œuvre. Donc, il devrait y avoir un comité stratégique et décisionnel. Donc, qui sera présidé par le ministre de l'Éducation nationale. Qui joue le rôle donc c'est un organe de réflexion, donc d'orientation et de décision durant tout le processus de mise en œuvre. Donc, le deuxième organe donc, qui est proposé, c'est un comité technique qui aura le rôle d'organe administratif et technique pour le pilotage et qui rendra compte au comité stratégique et décisionnel. Et la troisième structure donc, organisationnelle, donc, ce sont les structures d'exécution. Donc, il y a toute
le côté stratégique, et puis le côté technique et le côté exécution. Ce sont ces mécanismes-là donc, qui sont interopérés, qui seront donc interopérabilité pour arriver effectivement à la mise en œuvre du plan décennal d'éducation. Là, c'est le dispositif. Donc, il y a le comité stratégique en haut avec sa composition. Et il y a le comité technique, donc son rôle et la composition, donc les structures qui seront représentées, et puis donc la structure d'exécution. Donc, pour le comité stratégique, bon, il y a donc non seulement le ministère qui joue le rôle, donc qui assure la présidence et le secrétariat. Donc, il y a d'autres structures du ministère. Donc, il y a donc le ministère de la condition féminine, il y a le ministère de la planification et de la coopération externe et le ministère donc, de l'intérieur de la collectivité des représentants du Parlement. Donc, c'est sous ensemble de ces institutions-là donc, qui sont représentées au niveau du comité stratégique et décisionnel. Donc, pour le comité technique, donc, c'est l'organe, comme son nom l'indique, c'est l'organe technique et administratif, donc chargé du pilotage. Donc, il y a son rôle et la composition des membres. Et sur les structures d'exécution, ce sont les directions donc, techniques, les directions centrales et les directions donc, départementales d'éducation et de formation et les bureaux départementaux d'alphabétisation et autres structures déconcentrées du ministère. Maintenant, donc, il y a ces structures organisationnelles. Ensuite, il y a maintenant les modalités de suivi. Il y a un ensemble de dispositifs donc, qui sont prévus donc, pour assurer donc, la participation de l'ensemble à la mise en œuvre du plan. Donc, on a d'abord, donc, il y a deux structures centrales, c'est l'unité d'études et de programmation et l'inspection générale du ministère. Donc, qui seront chargés d'assurer donc, le suivi organisationnel, le suivi de la mise en œuvre des programmes, le suivi de la conformité, le suivi financier et le suivi des résultats. Donc, en termes de suivi, donc c'est ce qui est proposé et ce qui est contenu dans le PDF. Modalité d'évaluation, donc ça c'est presque classique. Il y a 4 types d'évaluation donc proposés. Donc, une évaluation, donc, il y aura des plans. Donc, là, le plan, le PDF sera mis en œuvre, à peu près le même schéma de la mise en œuvre du plan stratégique de développement. Il y aura les plans triennaux, donc il y a les plans d'opération annuelle, et puis, donc, ça. Bon. Pour l'évaluation, donc, on aura des plans d'opération annuelle, donc évaluation des POA, des évaluations triennales, évaluation à mi-parcours et évaluation finale externe. Donc on a 4 types d'évaluation donc, durant la mise en œuvre du plan décennal. Donc en termes de stratégie de communication, non seulement il faut des stratégies d'information et de communication, donc il y a des outils, des instruments, donc il faut mettre en place pour assurer donc, une meilleure, donc, pour que le public, que ce soit au niveau central et au niveau déconcentré, donc la population dans sa globalité, sache effectivement donc, comment le ministère, avec les partenaires donc, de la communauté, assure donc, la mise en œuvre du plan. Il y a la stratégie de formation et de communication, c'est autour d'un type, il y a les cibles, les besoins et les messages adéquats. Donc, cela permettra d'avoir une vision globale de la stratégie à implémenter. Donc il y a le public, la presse, publicité, tout ça. Donc, sur la durée donc, de la mise en œuvre du plan. Maintenant, c'est la première partie. Deuxième partie, ça concerne donc, parler du plan, mais d'abord c'est le coût et le financement. Donc c'est partie ça, donc les objectifs de scolarisation. Donc pour déterminer le coût du plan, on s'est basé sur un modèle. Il y a un modèle de simulation.
le modèle de simulation. Donc, on avait des données, on s'est basé donc, sur des données de population. Donc, on s'est basé sur les données scolaires, on s'est basé sur des données économiques et budgétaires, donc les différents budgets du ministère, les différents budgets de l'État pour les dernières années. Donc, le modèle de simulation est construit à partir de ces données-là. Donc, d'abord, ce qu'il faut dire à ce niveau-là, les objectifs de scolarisation pour 2030, donc, si vous voyez bien ce tableau-là, quelle est la réalité en 2019-20 et qu'est-ce qui est projeté donc, en termes de scolarisation pour 2029-2030. Là, il y a ce tableau-là, donc évolution des effectifs scolarisés dans les établissements. C'est à travers ces données-là, donc ces projections d'effectifs, qu'on a déterminé donc, le costing. Donc, en termes d'objectifs, il y a les différents niveaux qui sont là. Quand on regarde au niveau préscolaire, donc en 2019-2020, donc là, les projections donc, concernent le secteur public. Donc, tout ce qu'on a là, donc, c'est pour améliorer donc, l'offre publique. Donc, on va agir également sur l'offre et non publique, mais en termes d'objectifs de scolarisation, on s'est fixé sur le public. Donc, ce tableau-là nous donne qu'est-ce qu'on a constaté en 2019-20. Au niveau du préscolaire, au niveau du public, on a seulement 4,5% d'enfants qui sont scolarisés, qui sont dans le préscolaire. Maintenant, en termes de projection, on veut passer à la fin du plan à 15%. Donc, passer de 5,4% au préscolaire à 15%. Donc, ça, c'est pour le préscolaire. Et pour l'enseignement fondamental, les 6 premières années. Donc, en 2019-2020, donc, on a un taux de scolarisation de 40%, 40,1%. Donc, maintenant, donc, en 2019, nous voulons passer à 55%. Donc, c'est ce qui est proposé. Et au niveau fondamental 3, donc, le troisième cycle du fondamental, donc, le taux de scolarisation en 2019-20, c'est 22,6%. Donc, la projection pour 29-30, c'est 35%. Et au secondaire, donc, au niveau du public, donc ça nous gagne 5,5% en termes de prise en charge au niveau de l'État. Maintenant, on veut passer à 15% en 2029-2030. Pour l'enseignement, pour la formation professionnelle, donc là, si on regarde, qu'est-ce qu'on a constaté pour les différents centres de formation professionnelle du public, l'offre c'était 3200. Donc, apprenant au niveau de l'enseignement non formel de formation professionnelle. Donc, on veut passer, donc, on a proposé 10 000. 10 000 au niveau de la formation professionnelle, dans les centres publics, bien sûr. Et l'enseignement supérieur, donc, quand on parle de l'enseignement supérieur, là, il y a parce que le budget, donc le coût qui a été calculé, c'est pour le secteur éducation. Il y a l'UEH, il y a les centres, les écoles d'enseignement supérieur, donc qui émergent du budget du ministère. Donc ça prend en compte tout ça. Au niveau de l'enseignement supérieur, pour le public, on a en 2019 donc évalué donc, les étudiants à 40 329. Il y a une projection qui est faite pour 75 000. Et pour le non formel, donc c'est 5 239 dans le public. Donc il y a une projection qui est faite pour 10 000 apprenants au niveau de l'enseignement et pour de l'enseignement de l'éducation non formelle. Donc là, ce qu'il faut comprendre, donc, là ce sont les projections, donc, les objectifs de scolarisation. Donc ça implique il nous faut de nouveaux enseignants, il nous faut de nouveaux espaces éducatifs, de nouvelles salles de classe. Donc, en termes de besoins d'infrastructure pour les écoles publiques, donc, nous avons un tableau ça, donc, qui synthétise pour nous. Tableau ça synthétisé, ça a besoin en termes
d'infrastructures donc éducatives pour les 10 prochaines années. Donc d'abord, si on commence par le préscolaire, donc depuis un certain temps, le préscolaire, donc c'était dans les écoles publiques, on parlait de 9 salles, 9 plus 2, donc on parlait de 9 années pour le fondamental et 2 pour le préscolaire. Mais il y a beaucoup de discussions. Donc, on parle maintenant de 3 salles préscolaires, donc pour harmoniser avec le non-public, le privé. Donc, les nouvelles constructions doivent avoir donc 3 salles préscolaires. 3 salles préscolaires et 9 salles fondamentales. Donc, en termes de nouveaux besoins, en termes d'infrastructure, pour les 5 prochaines années, donc 2020-2025, donc nous proposons fort à gagner. Donc, si nous voulons respecter l'objectif de scolarisation, 299 salles de classe, espaces éducatifs, et pour les 5 autres prochaines années, donc ça donne 314. Donc, quand on fait le calcul, donc ça donne plus de 600 salles de classe pour le préscolaire. Et pour l'enseignement fondamental, donc il y a pour les 5 prochaines années, donc en termes de besoins d'infrastructure, 389 dans un premier temps et 372 pour les 5 prochaines années. Et pour le secondaire, donc ici dans le plan décennal, donc on est au niveau de la réforme toujours. Donc le secondaire, quand on parle du secondaire, c'est un secondaire le nouveau secondaire, c'est un secondaire de 4 salles. Donc il nous faut 82 salles de classe additionnelles, donc dans un premier temps, et 85 salles additionnelles, en termes de besoins pour les écoles publiques. Et pour la formation, pour les centres de formation professionnelle, donc on doit avoir donc 22 nouveaux centres pour les 5 prochaines années et 21 ça donne en total donc 43 nouveaux centres qu'il faut construire donc, pour les 10 prochaines années. Donc globalement, c'est en termes de besoins pour les écoles publiques. Maintenant, en termes de coûts, qu'est-ce que ça... Parce qu'on aura comme coût au niveau du plan décennal. Donc, pour établir le coût, donc je disais tantôt, nous avons besoin ensemble de données statistiques, ensemble de données démographiques, ensemble de données financières, économiques et budgétaires, donc qui ont été collectées à travers un modèle de simulation. Donc, ça qui est intéressant pour nous dire là, donc, dans la discussion nous avons au niveau du ministère, au niveau de l'équipe qui travaille sur le plan, il était question d'avoir un plan transformateur. Il y a des cadres, des techniciens qui, si on a fait un plan pour 10 prochaines années, il faut avoir un plan transformateur. Donc l'idée de départ, c'était ça. Mais l'un de nous regarder, donc en tout temps, nous conseillons des considérations macroéconomiques, en termes de croissance économique surtout. Donc, le PSDH, pour arriver dans un premier temps à un pays émergent en 2030, parlait de tabler sur un taux de croissance de 7%. Donc, on regarde, on a un tableau donc d'évolution des taux de croissance. En 2019-2020, c'était 0,9. Donc, avec plusieurs scénarios qui ont été faits, nous avons au moins, donc tout le temps, dans tout ça, nous avons fait, tout ce qui est proposé, c'est un taux de croissance pour la durée du plan, donc de 3%. Donc c'est ça que fait, donc, quand on parle du plan transformateur, pour transformer le système, et le gouverneur a dit dans le message hier, effectivement, donc investissement qui fait, pas qu'à permettre et nous gagner masse critique, capital humain d'a besoin. Or, secteur pour qui produit, il y a un secteur, c'est à travers l'éducation. Donc, gagner déficit ça. Donc,
taux de croissance donc, qui permettent de nous faire calcul pour arriver à quoi et financement. Donc, c'est un taux de croissance de 3% donc pour la durée du plan, avec bien sûr un ensemble d'autres paramètres donc, qui sont considérés en termes de nombre d'enseignants par salle de classe, nombre d'élèves par salle de classe, nombre d'élèves par enseignant, donc tout ça. Donc, on a travaillé là-dessus également pour respecter certaines conditionnalités au niveau international. Donc, on est arrivé à établir le costing du plan décennal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, au niveau du financement, il y a ce tableau-là. Il y a ce tableau. Donc, en termes de financement, en termes de dépenses financement, donc, il y a, au niveau du ministère, il y a les dépenses de fonctionnement. Donc, en 2015, en 2020-2021, on était à 15 milliards de gouttes. 15 milliards 6,39 et l'investissement. Donc, ça, ce sont les projections donc, qui sont faites. Ces projections-là, donc, on devrait avoir environ 33 milliards de gouttes. Et pour jusqu'à la fin, donc, en termes de fonctionnement investissement, donc, c'est la tendance. On devrait avoir un pourcentage du budget total de l'État de 24,3%. Donc, de 25% en 25,8%. En 2022-2023, de 26,6%, ainsi de suite, jusqu'à arriver à 26,7%. Maintenant, là, c'est à peu près, donc, c'est ce qu'on doit avoir, ce qui est proposé en termes de costing. Mais pour financer tout ça, il y a d'abord le budget général de fonctionnement du ministère et il y a le budget d'investissement. Quand on regarde le budget général du ministère, donc c'est ce qui est proposé, effectivement. Quand on regarde le fonctionnement et l'investissement, donc au niveau du trésor public, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans les derniers budgets là, donc c'était environ 3 milliards de gouttes. Donc la projection est faite pour l'investissement suivant ce rythme-là. Et puis pour le Fonds national d'éducation, donc il y a cette projection-là qui est faite. Et les appuis externes aux dépenses projetées. Donc là, pour les appuis externes, c'est en fonction, donc bien sûr, d'un relevé qui a été fait pour les 10 dernières années. Donc on s'est basé dessus ça, donc pour projeter donc les appuis extérieurs, donc susceptibles d'être récupérés donc au niveau du secteur. Donc ça donne en termes de ressources, donc total. Donc, on a pour le fonctionnement et l'investissement. Donc, pour l'investissement, il y a non seulement des objets, il y a le FNE. Donc, ça donne 31 milliards de gouttes pour la première année. Et pour la dernière année, c'est 47 milliards. Quand on regarde donc, les besoins, les dépenses et les ressources disponibles, on constate qu'il y a donc, un gap de financement à rechercher. Donc ce gap-là, donc en pourcentage de dépenses projetées, donc pour la première année, ça concerne 3%, et pour la dernière année, donc ça concerne 11%. Donc il y a ce gap de financement-là, donc il faut rechercher. Maintenant, on a la synthèse de tout ça. Donc, dépenses de la stratégie pour la période, c'est 441 milliards. 9, donc 4,41 milliards de gouttes. Donc, suivant le taux, on va vers 3 milliards à 6 milliards. Donc, si on prend différents taux, donc ça va de 3,8 à 6 milliards de gouttes. Mais donc, pour l'instant, on est à 441 milliards donc, pour les dépenses. Et en termes de financement, donc on a projeté donc en 4,6 milliards. 406 milliards. Et maintenant, donc, il y a un gap de financement donc, pour la période. Donc, ce gap-là, donc, c'est environ 35 milliards. Donc, il faut aller rechercher à travers donc, différents mécanismes donc, qui sont proposés donc, dans
dans les documents. Oui. Donc il y a ce gap-là, si on veut assurer donc, la mise en œuvre du plan et atteindre les objectifs de scolarisation fixés dans les documents. Oui. Donc là, si on regarde les dépenses de la stratégie pour la période, il y a la dépense, c'est réparti en fonctionnement et investissement, tout comme pour le financement. Donc en fonctionnement, donc, c'est réparti 4 sources. Il y a les fonds de fonctionnement, donc budget global d'investissement, donc les FNE, et puis donc les PTF. Ce sont ces sources-là qui sont identifiées donc, pour financer donc, le plan décennal. Donc il y a un gap de 35 milliards de gouttes qu'il faut rechercher. Donc ce sont là donc, les différents les éléments donc, qui se retrouvent dans le plan d'éducation et de formation. Donc, pour terminer, donc, hier, on a vu effectivement, donc, là encore, je reviens à la présentation du gouverneur de la banque, il a parlé, donc, bon, depuis certains temps, on le répète au niveau du secteur, donc l'ignorance coûte plus cher donc, au pays que l'éducation. Donc, pour inverser la tendance, donc il n'y a pas de moyens, donc c'est investir davantage donc, dans l'éducation. Mais il faut qu'effectivement donc, le secteur puisse s'organiser donc, pour une meilleure gestion. Et puis, donc, je termine également avec un mot, donc, de 3 fonds de bain. Donc, bon, dans une de ses interventions, elle a parlé effectivement, donc, elle a dit seule la richesse nationale exploitée permettra de fournir une éducation salvatrice à la majorité. Donc je crois qu'il faut effectivement une meilleure prise en compte des richesses nationales pour une meilleure répartition. Donc si on veut sortir effectivement donc, du boulier de la pauvreté. Donc je crois je vous remercie. Donc merci donc, de votre attente. S'il y a des questions, donc on est là pour... Merci beaucoup, et Monsieur Lapomret, de votre intervention. Et n'a pas soufflé, mais organisateur voulait juste rappeler, on va dire, les différents sponsors: la Banque nationale de crédit, la Sogebank, le ministère de l'économie et des finances, la BID, la DGI, la PN, le MPCE, le CDL Haïti, Pro-Croissance, Papyrus, Télémétropole, Télévin, Magic 9, RFM, Radio Ibo, Chokarila, Manitox, Potiwa, entre autres. Eh bien, gagner 2 questions. Première question, c'est par rapport au coût. Le coût du plan décennal, M. Lapomret, c'est est-ce qu'on pensait que le ministère a une capacité pour que les consommer et comme ça qui prévoit pour plan? Bon, c'est un défi. Donc, le ministère a ça fait c'est des questions. On va regarder dans la priorité. Donc, la première, c'est la question de la gouvernance. Donc, c'est améliorer la gouvernance. Dans le programme, il y a un ensemble de sous-programmes qui concernent la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Il y a des programmes de formation, il y a tout un ensemble de choses qui sont proposées. Donc, on est conscient de ça. Donc, si on gagne 1 million de gouttes, donc on va pas gérer. Donc, c'est pas 1 milliard, on va pas gérer. Voilà. Donc, il faut y passer par une nouvelle organisation, la réorganisation des structures. Donc, on est conscient et on a proposé, donc l'équipe a proposé effectivement donc, a fait des propositions pour améliorer la gouvernance globale du secteur. Très bien. Et en dernière question, alors on te rappelle pour nous, on parlait de plan décennal et rappelez qui période plan décennal là et maintenant qui bonouillé parce que au fait vous parlez de dispositifs de suivi et d'évaluation qui est en place, mais maintenant l'on évalue jeudi à évaluation à mi-parcours par exemple, qui bonouillé et est-ce que nous voyons que n'a pas avancé justement vers l'atteinte des objectifs qui sont fixés dans ce plan? Oui, donc là, justement, c'est là nous fait que démarrer. Donc, plan, donc, il était validé au niveau du ministère
ministère, oui, donc, et par le PTF très tardivement. C'était en décembre, oui, en décembre 2020, oui, à tel point, donc, une présentation qui est faite au mois d'août, ok, donc, de plan et 7e conseil de gouvernement, donc, nous te présenté, mais le temps, ok, donc, pour te finaliser, pour t'endosser, le budget 2021, ok, il était une sortie, sans tenir compte effectivement de recommandations, de budget qui est en lien avec le plan de Sénat. Donc, la sortie, là, endossé par l'État, il est endossé par PTF en décembre. Donc, on est là. Donc, c'est un ensemble d'activités qui est dans le ministère et ensemble avec l'autre partenaire, c'est eux qu'on est là, donc, capable de réaliser, mais vrai démarrage plan. Donc, c'est pour la nouvelle année, donc la prochaine année, année fiscale. Parce que il y a un financement qui était réservé pour mise en œuvre plan, 16,5 millions qui partenariat mondial pour mettre, donc pour assurer la mise en œuvre du plan, c'est la contribution au partenariat mondial. Donc, c'est dans le mois de ça là, donc, montant ça à valider au niveau du partenariat mondial d'éducation. Donc, exercice de démarrage là, donc, qui va commencer là, c'est pour nouvel exercice fiscal 2021-2022. D'abord, nous faisons un plan triennal, donc rapidement, nous allons faire des plans d'action, des plans d'opération annuels pour le prochain exercice fiscal. Bon, là, c'est tout le débat, donc pour le gouvernement l'Abdil. Donc, c'est une question de capacité, non seulement une capacité, mais l'État même, donc, à assurer quel niveau de financement il est capable d'assurer à ce secteur pour arriver vraiment à un meilleur et à de meilleurs résultats, okay? Donc des gens mieux qualifiés, du capital humain. Très bien, très bien. Merci. Merci beaucoup, et Monsieur Lapomeret.